Monsieur le Président du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Monsieur le Recteur, Madame la Sénatrice, Mesdames les députés régionales et communautaires, Madame et Monsieur les conseillers et représentants d'ambassade, Messieurs les vice-recteurs, Messieurs les échevins, Monsieur le conseiller communal, Messieurs les recteurs et Messieurs les vice-recteurs honoraires, Monsieur le doyen honoraire, chers et chers collègues, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille aujourd'hui pour cette cérémonie où nous allons mettre à l'honneur Arsène Burny. Les personnes qui vont me suivre vont avoir l'occasion d'évoquer tout ce que Arsène a pu apporter à notre faculté, a pu apporter également aux connaissances scientifiques, et on aura également l'occasion d'évoquer son investissement pour le Télévis. Et aujourd'hui, moi, je voulais juste prononcer quelques mots, et non pas en tant que doyenne, mais en tant qu'ancienne étudiante d'Arsène, pour lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il a pu apporter à ces centaines, peut-être même milliers d'étudiants à qui il a pu donner cours avec passion. Chacun de tes cours, Arsène, c'était une conférence. Je me souviens de tes cours comme si c'était hier, de ton enthousiasme quand tu nous appelais « mes petits amis », et que chacun de tes cours, on était scotchés, il n'y a personne qui ouvrait la bouche. C'était limpide, c'était une évidence. Et donc, je voudrais vraiment te remercier pour ça. À une époque où la distance entre les étudiants et les professeurs était grande, bien, tu étais disponible, tu nous donnais ton agenda en disant « fixez le prochain cours ». Et nous étions sous le charme émerveilleux. Et c'est ce souvenir-là que j'ai vraiment de ces cours. Et je voudrais vraiment, au nom de tous les étudiants qui ont eu la chance de t'avoir comme enseignante, te dire un grand merci. C'est vrai. Et je vais donc maintenant céder la parole au professeur Frédéric Francy, doyen honoraire de notre faculté, qui, avec André Théouis, ont eu cette excellente idée d'organiser une petite manifestation à ton attention, Arsène. Et puis on s'est dit, tant qu'à faire à Jamblou, ben faisons les choses en grand. Donc voilà, Frédéric. Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, nous serons plusieurs à prendre la parole pour rendre hommage au professeur Arsène Burny ce jour. Je ne vais donc pas retracer toutes les étapes de sa carrière, de ses recherches, ni reprendre toutes les reconnaissances obtenues. Je vous vois, mais je vais prendre la liberté de te tutoyer, Arsène, quand je m'adresse à toi. En effet, il ne faut pas t'avoir côtoyé longtemps pour se rendre compte que la distance, la posture rigide et protocolaire ne correspondent pas à ta nature intrinsèque, spontanée, toujours positive, enthousiaste, qui pousse rapidement à une certaine proximité. Ton sourire omniprésent en est une illustration. Je vais simplement m'attarder sur quelques éléments marquants pour évoquer le professeur Burny et ce qu'il a apporté à la faculté de Gembloux et bien plus largement. Avant de débuter sa carrière à Gembloux en 1959, comme assistant, tu passeras 5 ans à l'Institut national de recherche agronomique. Non, pas l'INRA. L'INEA actuel, ou plutôt l'INEAC, l'Institut national d'études agronomiques du Congo, à Yangambi, que l'on renomme encore maintenant pôle de sciences, pour étudier la composition minérale du sérum sanguin des bovins locaux. Une première publication dans le bulletin de l'Institut agronomique et des stations de recherche de Gembloux est diffusée dans un numéro hors série. Cela nous donne déjà la voie de ton engagement et de tes réalisations hors normes, hors série. Les modèles animaux sur lesquels tu vas travailler sont diversifiés. Rats, lapins, bovins, ovins et tourneaux, sans oublier la grenouille, mais ça, c'était plutôt un outil. Les lieux de tes prestations ont été diversifiés. L'ULB, de Gembloux à Tombouctou, ou presque, notamment à Bujumbura comme enseignant et une multitude d'autres endroits. Naples, Genève, l'Université d'Illinois et l'Institute of Cancer Research à Columbia University, New York. Et puis les missions, les déplacements, les congrès se sont enchaînés, trop nombreux à énumérer. Guest speaker ou conférencier invité dans Le Monde dès 1972 sur les ARN messagers,
les leucémies, les cancers, la biologie cellulaire, et j'en passe. Aussi, une liste impressionnante de publications où les Nature, PNAS et autres revues de prestige illustrent la qualité scientifique de tes recherches. Organisateur de colloques, membre de divers comités d'édition et de sociétés savantes jusqu'à l'Académie royale de Belgique. Promoteur d'une diversité de thèses de doctorat. Ici aussi, je ne peux être exhaustif, même si certains sont dans l'auditoire pour ces anciens étudiants docteurs ce jour, et je les salue. 2 éléments sont quand même marquants. Les doctorants chinois à Jean Blou. Yu Qiang, sur les cellules tumorales bovines et ovines transformées par la leucémie bovine. Gao Chen, sur la caractérisation d'une protéine du virus de la leucémie bovine, promoteur Arsène Burny en 91-92. Actuellement, une vingtaine de nouveaux doctorants chinois s'inscrivent chaque année, 183 diplômés depuis le début du programme de collaboration actuel avec la Chinese Academy and Agricultural Sciences. Conclusion, Arsène, tu as été un précurseur dans ces relations avec la Chine. Deuxième point, les doctorants qui resteront et enseigneront à Jean Blou, en précisant aussi leur sujet. Daniel Portetel, sur la leucose bovine pour les aspects biochimiques et immunologiques. Robert Renainville, sur l'utilisation non thérapeutique des anabolisants en production bovine. Lucas Willems, sur l'étude de la région X du virus de la leucémie bovine. Bernard Watillon, sur la réponse aux cytokinines des vitroplantes pommiers. Et Nicolas Gengler, sur des modèles mixtes pour évaluer la persistance des rendements de vaches laitières en lactation. Bien d'autres docteurs diplômés. Quelques exemples sans pouvoir les énumérer. Wembe Koutandali, sur la variabilité génétique d'enzymes chez les tourneaux. Abdelhaber Etaïb, sur la somatotropine et les métabolites sanguins de la génisse. Karine Laloux, François Guillot, sur les virus de l'immunodéficience du singe et de l'homme. Philippe Hilson, Denis de Froimont, sur la régulation transcriptionnelle chez le froment. Et donc quelques-uns de ces exemples. Quelle contribution pour le rayonnement de la faculté de Jean Blou. Plutôt dans les cursus à la faculté, un langage vulgarisé, des explications claires. Notre doyenne a déjà évoqué quelques éléments. Il n'en fallait pas plus pour attirer l'intérêt et l'attention des étudiants, dont j'ai également été. Premier cours de biologie moléculaire en candidature de l'époque, début des années 90. Que connaissez-vous du sida? Question du professeur Burny. Et de poursuivre, je vais vous expliquer, car je ne veux pas qu'un étudiant que j'ai eu puisse dire qu'il ne savait pas. L'explication était finalement le premier cours. Autre message marquant de cette époque, les OGM, pour ou contre? Nous sommes tous des organismes génétiquement modifiés par rapport à nos parents, énonce le professeur Burny. Et de poursuivre, si nous mangeons un chou modifié, pensez-vous qu'une de nos oreilles prendra la forme d'une feuille de chou? Imagé, comme toujours, pour lancer le débat. Un professeur d'université, c'est un assistant qui a eu de la chance. Force est de constater que malgré toutes les compétences et qualités requises, il faut être au bon moment, au bon endroit. Dernière, un professeur, c'est quelqu'un qui doit, c'est pas qui peut, qui doit se faire dépasser par ses assistants. Et puis, il y a ta conviction et ton implication continue dans la recherche par rapport au cancer. Un de tes premiers financements provenait du fonds cancérologique de la CGER, Caisse générale d'épargne et de retraite. Une partie de l'auditoire doit se demander ce que c'était la CGER, en quelle année elle a intégré Fortis Bank avant de devenir PNB Paribas. Malgré la recherche en cancérologie, on ne peut prévoir ce qui peut se passer. La prévention est inefficace. La leucémie tuait quasiment tous les patients, voilà 60 à 70 ans. Aujourd'hui, on en guérit 92%. Mais ce n'est pas assez. Il faut atteindre 100%. Il faut pouvoir dire à un enfant leucémique qu'on va le guérir, a déclaré Arsène Burny en 2023. Cela est à nouveau une illustration d'une détermination insatiable, traduite dans le cadre du Télévis, mais je ne développerai pas ce sujet aujourd'hui. Des héros. Ce sont des gens qui ont été marquants pour le futur. Tu as répondu lors d'une interview à une question d'un journaliste qui te demandait quel est le nom d'un héros actuel. Et tu as répondu « ma femme ».
L'un de nos héros à Gembloux, suite à la définition précédente, c'est toi, Arsène. Merci pour tout et merci surtout pour la faculté. Je vais maintenant inviter André Théouis à ajouter quelques petits mots. Bien, mesdames, messieurs, chers amis d'Arsène, cher Arsène, comme convenu, Arsène, je n'évoquerai pas ici en détail ton curriculum vitae. Tu n'aimes pas qu'on te mette trop en évidence comme cela, et on peut trouver de toute façon toutes ces informations sur le net sans aucun problème. Donc je ne dirai pas que, encore que Frédéric l'a déjà dit, je ne dirai pas ici que tu as été directeur de la classe des sciences de l'Académie des sciences, des lettres et des beaux-arts. Je ne dirai pas que tu as été président de l'Académie royale de médecine de Belgique. Je ne dirai pas que tu es citoyen d'honneur, bien sûr, de la ville de Gembloux, mais aussi de la ville de Dinan, et que, assez récemment, tu as été élu gaillarde d'argent à Namur. Je voudrais plutôt ici, en quelques minutes, évoquer des souvenirs, des moments, des anecdotes parfois, que j'ai eu le plaisir de partager avec toi. Alors, mesdames, messieurs, ça, c'est le sérieux. Hein, ça, c'est le sérieux. Et ici, voilà, c'est ici que débute la carrière d'Arsène. À la ferme familiale, hein, on le voit très bien là avec un de ses frères à l'avant. Et rapidement, Arsène, vers l'âge de 16-17 ans, travaillant à la ferme, se pose des questions sur l'évolution des cultures. Et alors il se dit, peut-être que si je suis une formation d'ingénieur agronome, je trouverai une réponse à toutes ces questions. Alors Arsène, après avoir traité les vaches, enfourche son vélo, se paye Mellerie, Gembloux tous les jours, par tous les temps, arrive à la faculté et débute l'année. C'est évidemment le baptême des étudiants et on retrouve ici notre ami Arsène, barbouillé de mélasse. Mais tout compte fait, l'ambiance à l'Association générale des étudiants, c'est pas mal. C'est pas mal parce qu'on rencontre des tas de copains, on peut chanter, et Arsène aime bien chanter, de temps en temps boire un verre. Ceci dit, Arsène n'est pas un gars d'ailleurs fini, c'est un étudiant brillant. Mais il aime bien de temps en temps de s'amuser. Vous le verrez encore un peu plus loin. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Alors Arsène donc, entreprend ses études ici à Gembloux et il choisit l'orientation agronomie générale. Et comme vient de le rappeler Frédéric, son travail de fin d'études, il va le réaliser au Congo belge. On le voit ici, qui s'embarque pour Yangambi, pour une station de l'INEAC, une station très réputée à l'époque. Il va bien sûr réussir brillamment ses études d'ingénieur agronome. Le voilà à Yangambi, notre ami Arsène. Vraiment, il est bien, hein? Et alors, après ses études d'ingénieur agronome, Arsène est toujours avide de connaissances. Et il est attiré par la biologie moléculaire. C'est évidemment le grand boom de la biologie moléculaire. On est là quelque part dans fin des années 50. Il n'y a pas longtemps qu'on vient de découvrir la structure en double hélice de l'ADN et 36 autres grandes découvertes. Et Arsène est attiré par cela. Et il est encouragé par son patron de l'époque, M. Hainaut.
M. Hainaut, donc, qui était professeur ici à la faculté. Arsène était assistant chez M. Hainaut et il l'encourage à poursuivre dans la voie de la biologie moléculaire. Et Arsène va choisir d'aller à l'ULB. À l'ULB, pourquoi? Parce que c'est là que l'on trouve la plus grande équipe de biologistes moléculaires belges. C'est l'école de Brachet, de Jenner et de Hubert Chantraine. Alors Arsène entreprend une licence à l'époque, une licence en sciences zoologiques, et puis il enchaîne avec un doctorat en sciences zoologiques avec comme promoteur le professeur Chantraine, Hubert Chantraine, qui était une sommité en matière de biologie moléculaire, reconnu internationalement, enfin, quelqu'un d'exceptionnel. Et voilà Arsène dans le laboratoire du professeur Chantraine, toujours avec son sourire, Arsène, hein, et il travaille avec son ami Gérard Marbet, avec le professeur Chantraine, bien sûr, et c'est à ce moment-là qu'il va faire la découverte majeure de sa carrière, c'est le fameux ARN messager, le premier ARN messager chez les êtres supérieurs. C'est magnifique, c'est magnifique. Et puis un jour, passe au laboratoire de Chantraine un Américain réputé également dans le domaine de la biologie moléculaire, c'est le professeur Sol Spiegelman. Et il propose à Arsène de le suivre aux États-Unis. Hein, et Arsène lui emboîte le pas. Donc, vous voyez ici le professeur Spiegelman, bien sûr, toute son équipe, et notre ami Arsène, il est là. Et donc, Arsène va d'abord travailler environ 1 an, je pense, dans l'Illinois. Sa famille va l'y rejoindre. Et puis, quand le professeur Spiegelman s'en va vers New York, vers l'université de Columbia, il propose à Arsène de le suivre. Et Arsène le suit, sa famille revient. Il continue ses recherches dans le domaine de la biologie moléculaire, de la leucémie, de l'enfant notamment. Je me souviens très bien de cette époque. C'était l'époque où Arsène faisait des allers-retours entre New York, Gembloux, Rotsett-Genèse. Pour moi, Arsène, c'est 3 personnalités en un seul homme avec un grand H. On l'a déjà dit, c'est le professeur, c'est le pédagogue exceptionnel. Exceptionnel. On va revenir là-dessus. C'est évidemment un chercheur de très haut niveau. Et c'est un grand humaniste, c'est un homme au grand cœur. Alors je voudrais dire quelques mots d'Arsène professeur, parce qu'on l'a quand même bien connu à cette époque-là. En 1967-68, nous sommes plusieurs ici dans l'Assemblée à avoir rencontré Arsène pour la première fois. Il était premier assistant chez le professeur Hainaut et il donnait les travaux pratiques dans le cadre du cours d'anatomie et physiologie animale. Il donnait les travaux pratiques d'ostéologie, donc les os, le squelette, et d'histologie, la structure microscopique des différents tissus. Alors Arsène avait un discours très très clair, un discours percutant. Je me souviens, en ostéologie, il prenait un os, il brandissait vers l'auditoire. « Voyez ce que je cache », disait-il. Mais nous avons tous retenu la partie de l'os qu'il cachait. Il était vraiment exceptionnel. Et puis, il faut le rappeler, dans les mois qui suivent, c'est lui qui a introduit à la faculté la biologie moléculaire. Et quand il est aux États-Unis, c'est François Hilger, son ami, qui le remplace. Il a introduit également les cours de biochimie moderne, biochimie animale moderne à la faculté. Ça, c'est extrêmement important. À l'époque, c'était quand même très, très, très innovant. Alors, quelques années plus tard, je retrouve Arsène comme professeur. Moi, je suis assistant. C'est moi qui donne les travaux pratiques d'ostéologie et d'histologie. Et pour moi, c'est une période merveilleuse de ma carrière, parce que c'est là que j'ai appris énormément. J'ai appris énormément de choses, parce que Arsène, on l'a dit, c'est un grand pédagogue, mais c'est quelqu'un qui, dès le début, dans ses cours, était toujours au plus près des dernières avancées scientifiques. Et donc là, j'en apprenais, il fallait se tenir, bien sûr, mais j'aimais beaucoup ça. Et puis, on l'a dit, c'est un pédagogue exceptionnel. Je me souviens,
La dissection de la brebis gestante, Arsène. Incroyable, quoi. On entendait voler les mouches dans l'auditoire. Ces explications étaient d'une luminosité exceptionnelle. À l'époque, je partageais le même bureau qu'Arsène. Et un jour, vers 8h, 8h15, Arsène entre. Nom d'une pipe, André, j'ai oublié de te dire que j'avais conseil d'administration à 9h et j'ai cours à 10h. Est-ce que tu veux bien me remplacer? Ah, bon. Oui, Arsène, mais quand même, grand stress, c'était la première fois, je ne m'attendais pas à ça. Mais je vous garantis que pour toutes les leçons qui ont suivi, j'étais prêt. Ceci dit, Arsène m'en a toujours été très reconnaissant. Il était au conseil d'administration de la faculté. Il a amélioré grandement nos étables expérimentales. Il a remplacé la fourche et la brouette par des engins mécaniques. Il se souvenait à ce moment-là de la pénibilité du travail à la ferme. C'est grâce à lui que j'ai obtenu aussi mes premiers contrats de recherche. Là, je l'en remercie. C'était une époque vraiment exceptionnelle pour moi. Alors Arsène était très proche des étudiants, très proche des étudiants. Quand les étudiants en session avaient une semaine un peu chargée, Arsène disait vous allez les interroger le dimanche, hein? Oui, pas de problème, Arsène. Allez, Et Arlette amenait le café, parce que le café, c'était le carburant d'Arsène. Hein? Le nombre de cafetières qu'il a avalé, c'est impressionnant. Alors, ici, je montre cette diapositive. Elle n'est pas terrible, mais je la montre parce que, fin des années 70, un de nos étudiants en élevage, Enrico, avait envie de travailler sur l'élan du Cap. Alors, l'élan du Cap, c'est la deuxième plus grande antilope d'Afrique, le mâle 800 kg, taille au garrot plus de 2 mètres, des cornes de 60 cm, torsadées, pointues, ça court à 70 km/h, et parfois il fallait peser ces animaux. Et ça se passe ici dans la cour de la vieille ferme. On faisait ça le samedi matin, évidemment, quand il y avait moins de monde à la faculté. Et notre ami Arsène, chaussé de ses galoches de l'armée, je m'en souviendrai toujours, venait nous aider. On était pendus à 3 au cou de la bête. Mais, monsieur le bourgmestre, vous imaginez une bête pareille qui s'évade dans Jean-Blou, qui descend la grande rue à 70 km/h. Quelle corrida, hein? Eh bien non. Et puis Arsène prenait sa voiture et partait à Rotte-Saint-Genès et retournait au laboratoire. Incroyable, incroyable. Quand Arsène était responsable de l'unité de zootechnie, quand il a succédé à M. Hainaut, régnait une ambiance exceptionnelle dans ce service. On travaillait beaucoup. Arsène travaillait énormément, samedi, dimanche, tout le temps. Mais aussi, il y avait des moments agréables. On savait s'amuser. Vous voyez ici, il danse avec sa cousine. C'est à l'occasion d'un repas de fin d'année. C'était toujours le repas. Et après, on chantait, on dansait. Et Arsène était toujours de la partie. Arsène, chercheur, je n'en parlerai pas beaucoup parce que Marc est beaucoup plus qualifié que moi pour parler de la carrière d'Arsène comme chercheur. Et je voudrais simplement dire ceci, c'est que nous avons eu, souvent le samedi matin, en buvant une tasse de café, en fumant une cigarette, des discussions, des conversations, et Arsène me rappelait régulièrement les qualités d'un bon chercheur. Alors bien sûr, c'est l'intelligence, c'est le travail, mais c'est aussi la lucidité, c'est la persévérance. Il dit souvent, en recherche, parfois tu ramasses des gifles à côté de grands moments de bonheur. Mais Marc reviendra certainement sur ces aspects-là. La multidisciplinarité, la pluridisciplinarité est quelque chose de très important, me disait toujours Arsène. Et donc, il faut quand même bien rappeler que Arsène, une fois qu'il est bien revenu à Jean-Blou, il a fait sa carrière en passant de l'animal, on l'a déjà dit, à des problèmes de maladies humaines. Il a aussi été titulaire de l'unité de biologie animale et de physiologie animale. Il a développé
un excellent laboratoire de biologie moléculaire et de physiologie ici à la faculté, avec évidemment toute son équipe, Richard Kettmann, Daniel Portetel, Luc Willems, Franck Dequiet, Jean-Claude Tuizéré, et j'en passe, et Robert Renaville, et j'en passe. C'était extraordinaire, et comme on l'a dit, ce laboratoire a attiré et attire toujours de nombreux étudiants, mais aussi de nombreux doctorants venant d'horizons diversifiés. C'est tout ce que je dirais en ce qui concerne Arsène, le grand chercheur, vous en saurez plus tout à l'heure. Et puis alors il y a Arsène, le grand humaniste. Et je pense que c'est à travers le télévis que cette facette de la personnalité d'Arsène a été le plus connue de la part du grand public. Je ne vais pas m'étendre sur le télévis, vous connaissez tous le télévis. Arsène est un père fondateur avec Jean-Charles de Keyser qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être présent, avec le comte de Launois également. Et lorsque Jean-Charles de Keyser rencontre Arsène au FNRS, Arsène qui à ce moment-là est vice-président de la commission de cancérologie, son patron étant absent pour je ne sais quelle raison, Jean-Charles dit moi je voudrais... Jean-Charles venait d'être directeur général d'RTL Belgium et dit moi je voudrais mettre sur pied une émission de télévision qui soit à la fois populaire et intelligente. Bon, on n'est pas habitué à ça au FNRS. Ce n'est pas la tâche principale du FNRS. C'est la recherche fondamentale du FNRS. Monsieur Levaux, Madame Simoun, à ce moment-là, s'interroge. Bon, est-ce qu'on va cautionner ce FNRS? Arsène propose, comme terrain d'investigation et comme terrain populaire, que le télévis commence par la leucémie des enfants. Alors bien sûr, à l'époque, il y a 80% des enfants leucémiques qui meurent. C'est un drame. C'est un drame. Mais derrière cela, derrière la proposition d'Arsène, et il le rappelle souvent dans ses conférences, il y a un drame personnel qu'il a connu quand il était aux États-Unis. Quand il était aux États-Unis, qu'il travaillait sur la leucémie des enfants, traversait la rue et un jeune garçon leucémique avait décidé de donner son sang pour que la recherche scientifique, en espérant que la recherche scientifique trouve un moyen de le guérir. Et Arsène pensait aussi que les choses allaient un peu plus vite. Et un jour, ce garçon lui dit « C'est plus la peine que vous veniez, je vais mourir. » Et il est mort. Ça, pour Arsène, c'est une double gifle. C'est une double gifle. Comme les gifles dont j'ai parlé tout à l'heure en parlant de la persévérance. C'est une double gifle, mais lorsque quelques années plus tard, plus de 90% des enfants leucémiques guérissent de la maladie, pour Arsène, là, c'est un grand bonheur. C'est sûr que le chemin n'est pas terminé, qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Hein, mais d'ailleurs, Arsène, il n'arrête pas, hein, il n'est plus à la paillasse, mais il est tous les jours au bureau, il lit les meilleures revues scientifiques, il sélectionne les articles, il les analyse, et puis il les envoie à ses amis du télévis parce que, dit-il, j'ai mieux le temps qu'eux, ils n'ont pas le temps de lire comme moi, ils doivent s'occuper de leur doctorat, ils doivent donner des cours, ils doivent chercher des fonds pour financer leurs recherches. Ben voilà. Alors, notre ami Arsène, président de la commission télévis du FNRS, a sillonné toutes les routes de Wallonie, avec Joseph, le chauffeur de la faculté, sans GPS à l'époque. Maintenant, c'est avec Bruno, le fils de Joseph. Et alors, il va prêcher la bonne parole, il va expliquer aux gens ce qu'est le cancer, il va leur expliquer les avancées scientifiques, mais on sent chaque fois dans le discours d'Arsène qu'il ressent la douleur des gens. Il ressent la douleur des gens atteints de cancer, il ressent la douleur des familles qui ont un membre souffrant de ce fameux cancer. Le voilà, il y a 2 mois, à Philippeville, 92 ans. Il entre dans la salle, 200 personnes, tout le monde se lève et l'applaudit.
Arsène prend la parole. Il prend la parole et il dit, « Mesdames, il y a encore 2 types de cancers qui font énormément de dégâts. Le cancer du sein et l'autre, je ne sais plus, peut-être le cancer du pancréas, peu importe. Mesdames, n'ayez pas peur de montrer vos seins. La détection précoce du cancer du sein est extrêmement importante pour la guérison. » Voilà quoi, c'est toujours un discours percutant, mais les gens, et on sent qu'il dit ça avec une sensibilité exceptionnelle, quoi. Moi, ça m'impressionne. Et puis alors, il va se rasseoir, les gens viennent le saluer, lui donner la main, l'embrasser, faire des selfies. Moi, c'est extraordinaire, extraordinaire, sacré Arsène. Voilà. Arsène aime bien de revenir régulièrement à la faculté, de rencontrer des anciens collègues, des jeunes collègues aussi, de discuter avec eux, de se rappeler des bons souvenirs. Et très, très souvent, il dit « Je ne regrette nullement ma formation d'ingénieur agronome, parce que cette formation m'a ouvert des champs très vastes, très diversifiés. » Et je pense que c'est vrai, et il a tout à fait raison. Alors, on arrive presque à la conclusion. Que dire? Arsène, je crois que M. Hainaut avait vu clair en t'envoyant dans la voie de la biologie moléculaire. Il aimait bien le Gevrey Chambertin, souviens-toi. Mais c'était un homme. Réunir en un seul homme avec un grand H 3 personnalités, un pédagogue exceptionnel, un chercheur de très haut niveau, un très grand humaniste, je crois que c'est très rare aujourd'hui, réunir les 3 en une seule personne. Et puis Arsène, je trouve que, ça il faut que je la retrouve dans mes papiers, je trouve que la phrase de Jean d'Ormesson, qui était chère à ton patron, paraît-il, Hubert Chantraine, je trouve qu'elle te va bien également, je la retrouve. Je l'ai un petit peu modifiée pour l'adapter à Arsène, mais pas beaucoup. Je vais la retrouver, décidément. La phrase de Jean d'Ormesson dit ceci, à peu près. « Arsène, tu as eu la chance, le bonheur d'être un de ces hommes qui ont au moins ce privilège rare de pouvoir observer, même du dehors, l'univers dont ils sont une parcelle infime et s'en émerveiller. » Voilà Arsène. Eh bien, Arsène, en 1987, la faculté de Jean Blou a décerné le titre de docteur honoris causa à ton patron Hubert Chantraine. En 1993, c'était le tour de Mme Simoun, alors secrétaire générale du FNRS, qui a fait énormément pour la recherche scientifique et pour le télévis. Il n'y a pas longtemps, c'est le CHU de Liège qui te dédie son institut de cancérologie, l'ICAP, l'Institut de cancérologie Arsène Burny, un outil extraordinaire. Et alors aujourd'hui, je crois que tous ici, nous sommes extrêmement heureux, Madame la doyenne, chère Marie-Laure, Monsieur le doyen honoraire, cher Frédéric, nous sommes tous extrêmement heureux que le conseil de faculté de Jean Blou Agrobiotech, Université de Liège, ait décidé de te mettre à l'honneur et de te dédicacer les bâtiments de la zootechnie, les bâtiments où tu as fait tes premières armes. Ce sera dorénavant l'espace Arsène Burny. Et alors, mesdames, messieurs, rassurez-vous, Arsène, il est toujours en forme. Hein. Il y a 10 jours, à l'Assemblée générale de la Namuroise, une régionale de l'Association des ingénieurs de Jean Blou, il entonne le chant de Jean Blou. Et ça va encore bien. Hein. Voilà, Arsène, un tout grand merci pour tout ce que tu as fait pour la faculté, pour la recherche scientifique, bien sûr, pour la population à travers le télévis, hein, les progrès de la science, pour la guérison du cancer, extrêmement important. Merci aussi pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci.
Je vais inviter le professeur Marc Vidal à venir nous parler de la carrière scientifique d'Arsène. Merci d'avoir traversé l'Atlantique pour participer à cette réunion. Merci. C'est toujours impressionnant quand on vous applaudit au début parce qu'on se dit on ne va pas être applaudi à la fin, quoi. Oui. Merci beaucoup, merci de m'inviter. C'est un grand honneur d'être là, dans un si beau bâtiment, avec autant de gens que je connais ou que j'ai connus. C'est très impressionnant. Alors on va essayer de parler un petit peu d'Arsène. En tant qu'on s'est concerté un petit peu avec André, donc il va y avoir quelques répétitions, comme dans un bon cours, là. Hein, d'un cours à l'autre, on répète un petit peu les choses et puis on va un peu plus loin. On va essayer de parler d'Arsène, le professeur, le chercheur, l'homme, comme tu disais André. Moi j'ai décidé d'ajouter l'organisateur, hein, c'est un petit peu ce que tu as dit aussi, pas une grande différence. Et j'ai aussi décidé, avec l'accord des organisateurs, d'André et des autres, grand merci à tout le monde, de vous donner 2 photos, et vous allez les revoir assez régulièrement pendant l'exposé. C'est vrai qu'on a tous en mémoire le sourire d'Arsène, qu'on voit déjà sur son cheval à Mellery, et puis en prenant l'avion pour aller faire son mémoire en Afrique. Mais il y a l'aspect d'Arsène qu'on peut-être pas certains parmi vous connaissent moins, c'est l'aspect qu'on voit à gauche, et que moi j'ai découvert lors du premier cours que j'ai pris avec Arsène et mes copains de la promotion 85, que je salue, s'il y en a ici. Philippe Burny est là, je vais en parler dans une minute. Moi j'étais un peu un étudiant moyen comme ça, André le sait très bien, Monsieur Dorwan le sait bien aussi, et tout le monde. Bon, voilà. Satis en première candie, enfin vous avez compris quoi. Alors, premier cours avec Arsène, bon, évidemment, un peu désinvolte, etc. Je chahute un peu. Et alors, immédiatement, je vois Jackie là devant. C'est l'Arsène de gauche qui regarde vers moi et dit « Monsieur, vous avez un problème ?» Bon, ok, d'accord, j'ai compris. Et puis, voilà, ça c'était tout au début du cours. Et puis, comme il le disait toujours, André l'a déjà souligné, le début du cours, c'était « Mes amis, nous allons faire de la biologie moléculaire ». Alors moi, je ne savais pas très bien ce que ça voulait dire, biologie moléculaire, bon. Et donc, je vais vous raconter quelques petites histoires à ce sujet-là, parce que je pense que j'ajoute une petite pierre à l'édifice d'André, et pour moi, c'est difficile de distinguer le professeur du chercheur et le chercheur du professeur. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a, en général, en fait, c'est pas uniquement pour Arsène. Finalement, on est meilleur professeur si on fait un peu de recherche, et l'inverse, on a tendance à avoir une meilleure recherche si on doit enseigner la matière, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Et Arsène combine les deux de manière absolument fantastique. On l'a déjà cité, les orateurs avant moi. Et là, je prends un article qui a été publié dans Mammouth, et où le journaliste lui demande qu'est-ce qui vous a motivé à devenir chercheur. Et il raconte cette histoire qu'on a déjà citée une fois ou deux, que vous connaissez sans doute tous. Je ne vais pas tout lire, mais ça commence comme ceci. Arsène nous dit « Tout petit, je voulais comprendre les choses qui m'entouraient. J'étais fils d'agriculteur et ma motivation était alors de comprendre ce qui se passait dans les champs de mes parents. » Et ça, André a déjà dit un mot là-dessus. Quand on se retrouve dans des conférences de recherche, on sent tout de suite quelle est l'origine de la passion des gens. Alors, bon, c'est la médecine, c'est très bien, mais l'agronomie, les ingénieurs agronomes, l'élevage, ça vous porte aussi. C'est quelque chose qui allume en vous une envie de comprendre. Et vous allez voir pourquoi je dis ça dans une seconde. Parce que moi, mes parents n'étaient pas agriculteurs, mon père est dans la salle d'ailleurs, mais mon grand-père l'était. Et j'ai beaucoup travaillé dans les fermes, ici à Mont-Saint-Guibert, et alors il y avait les bleus-blancs belges. Entre parenthèses, pour parler de bleus-blancs belges, j'étais à New York il y a 2 semaines, et je devais expliquer un petit peu ce que je fais là, mes premiers pas, et pourquoi je suis devenu un chercheur, etc. Et j'ai parlé des bleus-blancs belges. Et la moitié, c'était tous des Belges, c'était au consulat belge. Et bon, les gens étaient un peu étonnés, oh, bleu-blanc belge. Et vous savez quoi, il y avait monsieur Decroix,
l'ancien Premier ministre, là, qui était dans la salle, et je ne le savais pas, et il est venu me trouver après en me disant « Vous avez bien fait de parler des Bleus-Blancs belges », me dit-il. Voilà, c'est la fierté de la Belgique. Bon, toujours est-il que quand on a 14, 15, 16 ans et qu'on va de temps en temps à 2 heures du matin aider pour une césarienne, on se pose la question, quoi, mais qu'est-ce que c'est que ça pour un bazar? Comment est-ce possible, hein, André? Comment est-ce possible que ça se passe comme ça? Est-ce qu'on est tous des organismes génétiquement modifiés? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la raison? La mutation peut-être? Je ne connaissais pas ce mot-là d'ailleurs. Mais le cours d'Arsène, le cours de biologie moléculaire, ça a fait clic, quoi. Tout d'un coup, je me suis dit, mais il y a moyen, comme Arsène voulait comprendre pourquoi le froment, certaines variétés, gèlent l'hiver et pas d'autres, on a commencé à parler de biologie moléculaire, les amis. Et là, ce cours-là, ce jour-là, c'était sur le COT, Arsène. Tu te rappelles du COT? Concentration, température. Pas besoin de comprendre, hein. La double hélice est en haut à midi, et simplement on s'amuse ici à séparer les deux brins, hein, les deux hélices, par exemple en faisant chauffer, alors on se retrouve en bas, et puis vers 9h, là, vers midi, on renature, on dit, on replace les fibres ensemble, et Arsène nous expliquait ça avec des équations, et moi j'étais absolument fasciné, quoi. Et à un moment, il dit, alors vous voyez, il dit, au début, dit-il, hein, c'est difficile, hein, vous voyez ici, c'est difficile pour les deux fibres de se mettre ensemble, un peu comme André disait, on sentait, on vivait, enfin, on avait l'impression qu'il était dans la molécule, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc on écoutait, quoi. Et alors oui, et alors ça devenait aussi de plus en plus simple. Au plus ça devenait compliqué, au plus Arsène avait le don de rendre ça plus simple en disant, écoutez, c'est comme une tirette, dit-il. D'ailleurs en anglais ça s'appelle le zippering, hein, tu nous avais dit, Arsène. C'est difficile au début, mais une fois que c'est enclenché, foum, nous dit-il pendant le cours. Alors voilà, exactement la réaction des étudiants. Bon. Et donc, moi, ce cours m'avait fasciné. Je n'avais pas besoin d'étudier. Je lisais les bouquins que tu nous avais mentionnés, le Watson, enfin des choses comme ça. Mais je ne sais même plus si tu avais un syllabus, en fait. Je ne me rappelle pas, je ne sais pas. Toujours est-il qu'on étudiait avec des copains et des copines de cette promotion-là. Et moi, j'avais pris le cours d'Arsène pour l'expliquer à tout le monde pendant le blocus. Vous voyez, certains prenaient la physique, d'autres prenaient la chimie. Et moi, j'avais choisi ce cours-là, parce que j'adorais. Et en expliquant aux collègues, je dis, vous savez, si j'ai la question, c'était oral, si j'ai la question, je lui fais le coup de la tirette. Alors tout le monde dit, ah, ça, ce serait génial. Et je vous raconte cette histoire, pas pour parler de moi, franchement, mais parce que ça s'est passé dans ce qu'on va appeler l'espace Arsène Burny. C'était l'auditoire de zoologie, et pour ceux qui ne connaissent pas, on va y aller juste après. Il y avait des fenêtres, là, tout le monde était au plein pied. Tout était de plein pied et tout le monde était soit à l'intérieur à être interrogé, soit dehors à attendre, quoi. Et alors, tout le monde attendait à la fenêtre pour voir, on avait fait des paris, etc. Et voilà que j'ai la question, Arsène. Je la tire et alors j'explique voilà, les équations. Mais je me rends compte que, comme aujourd'hui, c'était assez rare, j'étais en cravate, hein, et en veston, puisque c'était l'oral, quoi. Et donc, j'avais pas de tirette à ma disposition, sauf... Et alors j'ai montré à Arsène, ouais, tu vois, le cote c'est comme ça. Et il a rigolé, il m'a mis une très bonne cote en parlant de cote. La meilleure que j'ai jamais eue. Et récemment, Arsène buvait un verre à la maison avec papa et Jean-Claude Tuizéré, on en reparlera dans une seconde. Et Arsène disait que c'était une des meilleures cotes qu'il avait jamais données. Donc voilà. Ceci étant dit, repartons du professeur vers le chercheur. Encore une question de ce journaliste. Quelles aptitudes sont essentielles pour un chercheur? Et là, André vous a déjà parlé de ça. Les 4 mots-clés, la persévérance, le courage, la lucidité et l'intelligence. Mais je répète ça. Je sais qu'André vous l'a déjà dit et on s'était concerté. On a décidé de le répéter parce que c'est hyper important dans ta carrière, Arsène. Mais aussi, moi, ce qui me semble fantastique, je ne sais pas si vous avez deviné, c'est que Arsène, dans ce cas-ci, je ne sais pas si tu l'as toujours fait comme ça, place l'intelligence en dernier. Et moi, il était comme ça déjà à l'époque. Je me sentais pas très intelligent en fait. Mais il avait détecté, et c'est plein d'autres. Qu'est-ce qu'on est? Des milliers, c'est ça qu'on a dit tout à l'heure, des centaines en tout cas, je ne sais pas combien de thèses tu as dirigé, Arsène. Mais Arsène avait
cette capacité de trouver chez quelqu'un, on a tous des qualités, on a tous des défauts évidemment, on n'est pas tous très intelligents, mais on a tous quelque chose qui se situe entre la persévérance, le courage, la lucidité et l'intelligence. Et Arsène parvenait à détecter ça chez vous et à catalyser ça d'une certaine manière, et vous éduquer, hein, selon l'étymologie du terme. Alors, voilà, quand on a de la persévérance, du courage, de la lucidité, de l'intelligence, et qu'on s'appelle Arsène Burny, on fait un premier grand papier en 64. Il y en avait quelques-uns auparavant, Arsène, je crois déjà 62, des choses comme ça, mais celui-là, c'est un des premiers. On a cité la découverte de l'ARN messager chez les eucaryotes. Pour ceux qui ne comprennent pas ces mots-là, c'est pas grave. C'est fondamental. Okay, on ne sait pas comprendre la génétique sans ce papier-là et les quelques autres qu'Arsène a publiés chez M. Chantraine avec Gérard Marbet. C'est aussi simple que ça. Mais on va fast-forwarder, comme on dit en anglais. Ça aussi, c'est un papier d'Arsène qu'il a publié il y a quelques mois, je ne sais pas exactement, mais c'est le dernier en date, c'est pas le dernier. D'ailleurs, on parle ici que la première moitié de la carrière d'Arsène. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Papier 2025, le Lancet, c'est un des grands journaux, les scientifiques le savent, ceux qui ne le sont pas, c'est vraiment encore le sommet, quoi. Donc on peut dire Arsène est toujours au sommet. Et entre les deux, il y a 6 décennies, et je ne sais pas, c'est difficile de compter finalement. Tu as vu, sur les différentes versions, j'avais dit au moins 350 publications. Combien de publications, Arsène, en tout et pour tout? Plus? Je ne sais pas, ça dépendait, voilà. Mais beaucoup, énormément. Donc c'est un scientifique et un chercheur et un professeur unique. Vraiment, je travaille aux États-Unis maintenant, j'ai travaillé avec beaucoup de gens. Il n'y a pas photo, quoi. Arsène est absolument unique. Mais ce que je voudrais vous raconter maintenant, c'est l'aspect plutôt homme, comme humain, comme André disait, dans l'idée de l'organisation de la science. Et on va arriver au télévis. Je n'ai qu'une seule diapositive, parce que je crois qu'on parlera de télévis après, si j'ai bien compris. Mais Arsène aussi est unique d'une autre manière. Et là, je me demande si Karine Van Lint est dans la salle ou pas. Salut. Je me suis permis d'aller chercher ta thèse, Karine. Et je prends la thèse de Karine ici en exemple. Ces exemples, je vous montre des petites vignettes, mais ces vignettes-là, il y en a des centaines et des centaines. Hein. Vraiment, franchement, c'est difficile de les compter d'ailleurs. Mais ce que Karine nous dit ici, qui a été étudiante d'Arsène, des remerciements, mais c'est fantastique, c'est tellement bien écrit. Je tiens tout d'abord à remercier le professeur Arsène Burny de m'avoir accueilli dans son laboratoire pour réaliser ma thèse de doctorat. J'ai apprécié son aide et son enthousiasme. C'est écrit par quelqu'un de 28 ans, je ne sais pas, à l'époque. Hein, Karine, je ne donne pas ton âge. La grande liberté et la confiance qu'il m'a accordée afin de bien débuter mes travaux de recherche. Et maintenant, j'insiste. Et ensuite, en me permettant de les poursuivre au National Institutes of Health à Washington. C'est un peu ce qu'Arsène avait fait. André a bien résumé la situation, mais il nous a permis à tous de le faire aussi. Et ça, sans y gagner quoi que ce soit personnellement. Son seul but, c'était que la recherche continue, que nous nous développions, que nous réalisions nos rêves. Et ça, c'est franchement unique dans le monde de la science et ailleurs. Un autre exemple, Éric Verdin, qui a été chez toi dans les années 80, Arsène, et qui, là, je vous montre ça, de nouveau, pour ceux qui ne sont pas scientifiques, c'est un peu embêtant, sauf la belle photo d'Éric, hein, il est très beau. Mais ce qui est particulier, c'est qu'il publie ce papier, et... ben ça alors, désolé. Voilà. Il publie ce papier, et on ne voit que son nom. Vous voyez, il y a un nom, un auteur. Je vois Stephen Ball qui regarde ça avec intérêt, parce que je pense qu'il en a eu quelques-uns aussi, Stephen. C'est chouette de te voir ici. Qui est aussi un ancien étudiant d'Arsène. C'est particulier, ça, parce que vous voyez que dans les remerciements, qu'est-ce qu'il dit, notre Eric? Il publie ça, il est aux États-Unis, mais qu'est-ce qu'il fait? Il remercie, c'est en anglais, je m'en excuse, il remercie Arsène parce que la partie initiale du projet a été démarrée dans le laboratoire d'Arsène. De nouveau, ça c'est rare. Je regarde nos représentants du FNRS, c'est fantastique que vous soyez toutes les deux là, assises l'une à côté de l'autre, Mme Simone et Mme Alouin. On le sait, c'est difficile, il faut publier, hein, publish or perish. Mais Arsène, il a publié des centaines de papiers, mais en même temps, il nous envoyait partout pour aller travailler et publier sans lui.
voyez ce que je veux dire? Ça, c'est une qualité que je n'ai rencontrée pratiquement nulle part ailleurs. Je regarde Jean-Jacques de Keyser. Et donc, ce qui m'est arrivé à moi, on a déjà cité François Hilger, est un grand copain d'Arsène, et quand Arsène m'avait donné la bonne cote, là, avec le cote, il m'a dit, mon gamin, peut-être bien que tu devrais penser à faire de la biologie moléculaire, et il m'a envoyé chez François Hilger. De nouveau, il n'est pas auteur sur le premier papier que j'ai écrit avec François. Quelques années, un an plus tard, publié un autre papier sans même le nom de François Hilger. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est Marc Vidal et Rick Gaber. Je suis parti aux États-Unis. Là, je ne peux pas vous donner les détails parce que, bon, je crois qu'il y a prescription maintenant, Arsène, mais c'était un peu difficile d'organiser tout ça. Et de nouveau, le soutien d'Arsène, le soutien de François Hilger, absolument incroyable. Et je vous raconte tout ça simplement parce que le papier que j'ai publié là a été suivi 5 ans plus tard par un travail qui a été fait par d'autres, par des biochimistes, mais qui représente quand même un grand événement, on va dire, dans le développement de l'épigénétique, dans la régulation des gènes. Et je ne suis pas là pour parler de moi et pour vous dire que je suis très content d'avoir fait ce travail, mais je suis là pour vous dire que si Arsène n'avait pas été là, cette découverte qu'on a faite ensemble avec ces biochimistes-là, ben, tout simplement, elle aurait pris beaucoup plus de temps, beaucoup plus de temps. Et il n'y avait personnellement aucun intérêt. Ce qu'ils voyaient, c'était l'avancée de la recherche. D'abord la recherche, et puis aussi, comme on l'a dit, éventuellement ce qui va aider les patients. Je vais passer celle-là. Et on a déjà cité quelques-uns de ces noms que vous voyez là. Parce que ce qui se passe ici, vous voyez, c'est que ce que tu as créé, Arsène, le réseau Arsène, on va l'appeler, tu sais que j'aime bien les réseaux, ou bien l'école Arsène, c'est que sans toi maintenant, on n'a même plus besoin de toi quoi, pour se connecter les uns aux autres. Je ne connaissais pas Franck de Kiet, je ne connaissais pas Jean-Claude Tuizéré. Ils sont dans la salle, en tout cas Jean-Claude est là, je ne sais pas si Franck est là, je les salue. Luc Willem, je le connaissais un petit peu, je ne connaissais pas Karine. Mais on s'est retrouvés, pourquoi? Parce qu'on est tous connectés vis-à-vis d'Arsène. Arsène est le hub, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Il a créé une manière de penser, même une manière de parler, de rigoler, de sourire, d'être parfois un peu sévère, comme je vous ai montré sur la photo de gauche. Et ça, de nouveau, c'est unique. Et ça ne va pas s'arrêter bientôt, Arsène. Ça va continuer. Je crois que les gens qui viendront après nous bénéficieront de tout ça également. Donc, je vais terminer en disant peut-être quelques mots un petit peu différents. Moi, ce qui m'a vraiment fasciné chez toi, Arsène, et c'est vraiment rare, c'est unique, en fait, c'est ta passion pour la science et ta manière de la communiquer. Non seulement à ceux qui veulent devenir chercheurs, mais aussi, justement, dans les opérations télévis, à ceux qui ne comprennent pas vraiment les détails. Je me rappelle un jour, tu as dit dans un article, il ne faut pas prendre des gens pour des imbéciles. Tu as raison, tout le monde peut comprendre, si on explique bien et si on est passionné. Et c'est ça qui a fait la force de Télévis, dans une certaine manière. Une connaissance profonde de la littérature. André l'a encore dit tout à l'heure. C'est incroyable, quoi. On reçoit des emails d'Arsène, il les envoie, je ne sais pas moi, à 11h du soir. Voilà, hein, Jacques? Je vois Jacques Bonhiver, tu es dans la diapositive qui suit, Jacques. Incroyable. Une petite dose de scepticisme. Les Québécois aiment bien dire scepticisme. Et c'est ça l'Arsène de gauche. Enfin, quand je parle pas de politique ici, en fait. Gauche, droite, bon. Pourquoi? Parce que la science est fantastique, la science nous fait avancer, mais elle n'est jamais parfaite quand même. Il y a toujours une pierre à ajouter à l'édifice. Et Arsène nous a rappelé ça depuis les tout premiers cours. Hein? Donc, oui, comprenez, émerveillez-vous, mais dites-vous bien qu'on ne connaît pas encore vraiment tout et qu'il faut aller encore chercher. Totale liberté, je vous ai parlé de la mobilité et l'interdisciplinarité. Et ça, c'est vraiment incroyable. Et ça, il faut une personnalité comme Arsène. Pourquoi? Parce que pour avoir de l'interdisciplinarité, ça veut dire quoi, en fait? C'est travailler avec un physicien, un géographe, s'il faut, un vétérinaire, un médecin, dans des langues, avec des gens qui parlent des langues qui ne sont pas les mêmes, si vous voulez. Et Arsène est parfait pour ça. C'est incroyable. C'est-à-dire, il aurait pu être, je ne sais pas moi, ambassadeur ou quelque chose comme ça. Bref. Je termine avec Télévis, Jacques et Arsène, un tout grand merci. J'ai mis la photo ici du comte de Launois. J'ai oublié celle de Jean-Jacques de Keyser, je m'en excuse, mais il a déjà été cité. Tout simplement pour vous dire que Yvan de Launois, le fils du comte de Launois, et moi-même avons repris la commission scientifique. Jacques et Arsène, je ne sais pas si on va travailler aussi bien que vous, mais on va faire notre possible. On sait qu'on est, comme on dit en anglais, assis sur des épaules de géants. On fera notre possible. Et vous avez construit quelque chose d'absolument fantastique depuis les tout débuts. Et on en est conscient. Et on a pris ça avec beaucoup de passion et d'amour pour les patients et la recherche. Alors, avant de terminer, je voudrais, et là je vais devenir un peu ému,
j'adorais Arlette. Et donc, je voudrais la remercier ici pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Je vois que Jackie est là et Philippe. Merci de nous avoir donné votre papa. Toutes ces soirées, ces dimanches où il nous interrogeait. Et Arlette a été vraiment le socle de ta vie, évidemment, Arsène, et de la vôtre, Jackie et Philippe, mais aussi de la plupart d'entre nous. Elle apportait le café, enfin, toutes ces choses, et beaucoup plus, évidemment. Mais toutes ces choses auxquelles elle a participé, je ne les ai pas oubliées. Voilà. Alors, finalement, merci Arsène et merci à tous. Merci beaucoup, Marc. Je vais maintenant passer la parole à Philippe Jaumin, le coordinateur général du Télévis, pour quelques petits mots supplémentaires. Alors, je vais faire une petite entorse au protocole. Je vais tous vous appeler chers amis, puisque c'est l'habitude qu'on a quand on évoque le Télévis. C'est pour moi un grand honneur d'être ici parmi vous. Je ne connais pas Arsène depuis aussi longtemps que ceux qui m'ont précédé à ce pupitre, mais parfois il y a des êtres dont il ne faut pas longtemps pour les connaître à travers leur cœur. Et c'est ce que j'ai ressenti la première fois que j'ai rencontré Arsène. Alors chez RTL, on n'a pas d'espace académique, on n'a pas d'espace universitaire, mais on a quand même donné un nom à un des événements qu'on a organisé il n'y a pas si longtemps que ça, puisqu'avec les écoles provinciales du Brabant wallon, on avait monté un projet de restaurant gastronomique éphémère. Et autour de la table, où il y avait de nombreuses personnes de l'équipe Télévis, on avait sollicité les idées des uns et des autres pour voir quel nom on pourrait donner à ce restaurant gastronomique. Et de manière unanime, on avait décidé de l'appeler Chez Arsène. Parce que, évidemment, sa personnalité a marqué tout le monde et la marque encore d'ailleurs. Parce que, pour moi, Arsène est, depuis toujours, et je ne le connais pas depuis si longtemps, puisque je suis coordinateur général du Télévis depuis 5-6 ans, c'est d'abord et avant tout un homme de cœur. Et le cœur, vous le savez, c'est le symbole, le merveilleux symbole du Télévis, ce que rouge, ardent, comme dirait Arsène, qui dit à la fois la fragilité de la vie et la force que nous avons lorsque nous décidons de la protéger ensemble. Quand on y pense, ce symbole aurait pu être inventé par Arsène lui-même, c'est peut-être le cas d'ailleurs, puisqu'il en incarne l'essence. Je me souviens de ma première rencontre avec lui, je m'attendais à rencontrer un scientifique réputé, ce qu'il est, un des fondateurs du Télévis, avec Jean-Charles ici présent, un monument. Je m'attendais à être très très impressionné. Et je l'ai été, mais pas pour les raisons qu'on peut penser. Parce que j'ai découvert un homme d'une grande humanité, on l'a dit ici, d'une grande humilité, simple, accessible, avec beaucoup d'humour, et surtout doté d'une capacité extraordinaire, qui a aussi été racontée par mes prédécesseurs ici, faire comprendre des choses complexes avec des mots qui touchent directement au cœur des gens. Et ce jour-là, j'ai été frappé par deux choses. Et les quelques fois où j'ai eu l'occasion de voir Arsène dans des circonstances particulières, je me suis chaque fois rappelé ces deux premières impressions. D'abord, que l'intelligence, elle peut être lumineuse. Ce n'est pas toujours le cas. Mais avec toi, Arsène, elle est lumineuse. Et puis, aussi parce que cette intelligence, elle est encore plus belle quand elle se met au service des autres. Et tu l'as tellement fait, et tu le fais tellement encore pour le Télévis. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on avait donné ce fameux nom, Chez Arsène, à ce restaurant éphémère. Alors aujourd'hui, donner ton nom à cet espace, c'est inscrire cela dans la pierre. Chez RTL, c'était plus éphémère, en tout cas pour ce restaurant, pas pour le Télévis évidemment. Et à travers cet espace qui t'est dédié aujourd'hui, c'est rappeler à chaque étudiant, à chaque chercheur, à chaque visiteur, que la science avance plus loin quand elle est conduite autant avec la tête qu'avec le cœur.
Au nom du Télévis, de RTL et au nom de toutes celles et ceux que ton engagement inspire, je te remercie du fond du cœur et je suis fier, un peu ému même, de pouvoir te dire ceci simplement. Merci d'être cet homme de cœur qui fait battre le nôtre. Merci Arsène. Je vais maintenant inviter Arsène à venir nous dire quelques mots, s'il le souhaite. Quelle belle assemblée! Il n'y a que des amis. Je voudrais d'abord vous dire qu'avec tout homme, il y a une femme. Et que ma femme, morte il y a 3 ans, m'a supporté pendant toute ma vie. Nous étions aux États-Unis avec ma femme et 2 petits-enfants et elle me dit, tu sais, je m'emmerde ici. Il dit, c'est dommage, mais enfin, on va résoudre ça. On ne peut pas laisser une femme s'emmerder pendant longtemps. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, je dis, les expériences marchent bien, c'est dommage de... Oh, ben, tu peux les lâcher. Je vais retourner avec les 2 enfants. Et elle est revenue pendant 3 ans toute seule, avec l'aide de sa famille et des amis, etc., s'occupant des enfants, dont le fils Philippe, que vous connaissez tous, et Jackie, 11 mois plus jeune, donc vous voyez, on n'avait pas traîné en route. Eux devaient aller à l'école. Et elle me dit, nous sommes à New York, l'enseignement public n'est pas très bon. L'enseignement privé coûte très cher. Avec ta bourse, nous n'en sortirons jamais. Donc, il faut une solution à ça. Et elle est revenue, et je suis resté 3 ans tout seul. J'ai parcouru l'Atlantique dans tous les sens de nombreuses fois. Évidemment, en prenant une compagnie low cost, bon marché, New York, Reykjavik, en Islande, Reykjavik, Luxembourg. Et ma femme venait me rechercher à Luxembourg. Que vous dire aussi que Marc a eu pour moi beaucoup de très gentilles paroles. Je voudrais vous parler un peu de l'étudiant Marc. Ce diable de Marc, qui est aujourd'hui prof à Harvard, qui enseigne aux Américains comment on cause de la génétique moléculaire. Marc connaissait évidemment la biochimie au fur et à mesure que je l'enseignais. Et à l'examen, il avait 20 sur 20. Mais ça me causait de gros problèmes.
parce que mes chers collègues, dont il avait totalement négligé le cours, où il avait 5 sur 20 ou 4 sur 20, me disaient « Mais enfin, monsieur Burny, 21 étudiants !» Ben, je dis, il connaît la biochimie comme moi, donc je lui donne 20. Moi. Est-ce que vous voulez que je lui donne 22 ? Ça ne peut pas marcher. Donc, il avait 20 chez moi, donc je devais chaque fois batailler en disant « C'est un étudiant de grande valeur, il faut le laisser passer. » « Oh, tu crois? Ah, oui, j'en suis sûr. » Et il est aujourd'hui ce qu'il est, ce diable de Marc. Ce que je voudrais aussi vous dire, c'est que réussir une carrière de chercheur, mais Marc l'a dit, il faut d'abord avoir les neurones bien connectés. Nous ne sommes pas responsables de la connexion de nos neurones. Nos parents non plus. C'est le hasard. Le hasard fait que l'on a des neurones bien connectés. Si l'on a des parents bien connectés. Évidemment. La deuxième chose, dans une vie de chercheur, c'est de rencontrer à l'université des gens de valeur, des gens qui savent vous guider, des gens qui savent vous prendre, des gens qui savent rapidement voir celui-ci ou celui-là, il a de la valeur. Ce n'est pas toujours très simple. Et je dois dire que mon patron, M. Hainaut, m'a aidé énormément. Il fut un père pour moi. Il m'a dit un jour, M. Burny, la physiologie animale, ça repose sur la biochimie. Votre culture biochimique est insuffisante. C'était vrai. C'était parfaitement vrai. Ma culture était insuffisante. C'est la raison pour laquelle je suis allé la faire là où on faisait de la vraie biochimie. Et j'ai donné à la faculté un cours de biochimie. Il y avait évidemment la biologie moléculaire, mais ça allait plus loin que ça. Il faut aller au-delà de ça. Autre chose que je voudrais vous dire, c'est que il faut aussi avoir l'occasion ou la capacité de choisir de bons collaborateurs. Il faut choisir les collaborateurs. Il y a des gens faits pour la recherche et l'enseignement, etc. Il y a des gens qui n'ont aucun talent pour le faire. Donc n'essayez pas de leur faire faire ce qu'ils ne sont pas capables de faire. Marc a parlé de Karine. Il a montré le dernier papier qui vient de sortir dans The Lancet, le travail de Anne. Travail qui a commencé avec une équipe de Japonais en 2003 et qui est publié en 2025. C'est un des plus beaux papiers de la cancérologie moderne. Les cancers, les tumeurs sont des populations de cellules. Il faut savoir ça. Par conséquent, traiter un cancer avec une seule molécule échouera toujours. C'est absolument clair, écrit dans le ciel et parfaitement compréhensible.
Et donc, pour lutter contre ça, que faut-il? Les outils de la biologie moléculaire ultramoderne, c'est-à-dire savoir corriger une faute qui s'est inscrite dans un génome, savoir la corriger. Les éditeurs d'ADN d'aujourd'hui avancent très bien dans ce travail d'édition. On édite un texte quand on corrige les fautes dans ce texte et qu'on en fait un texte élégant. On peut aussi agir autrement, en agissant sur ce qui traduit, dans la machine de traduction, dans les ARN de traduction. Mais n'entrons pas dans ces détails. Il y a des équipes qui font ça. Les travaux avancent très bien. Tant qu'on n'aura pas ça bien en main, on nous reproche souvent « vous vous occupez trop peu des maladies d'enfants ». À partir du moment où une maladie génétique peut se manifester, elle va se manifester dès le début de l'enfance. Comment voulez-vous qu'il en soit autrement? Et l'enfant sera handicapé d'une manière ou d'une autre. Il y a environ 70-80 maladies génétiques d'enfants, je crois. Je crois que mon ami Boniver pourra confirmer ça. Eh bien, si l'on a devant soi, ce spectacle, si l'on acquiert les moyens de corriger, et ça semble très bien en chemin, les résultats sont parfois remarquables, 60% des cellules sont corrigées, on avance. La biologie moléculaire a de beaux jours, de très beaux jours devant elle. La biologie moléculaire appliquée au cancer, appliquée à des tas de maladies humaines, peut faire de très belles choses. La maladie d'Alzheimer, par exemple, qui commence à frapper un pourcentage de population très élevé, la maladie d'Alzheimer, on voit aujourd'hui que l'on a en main l'orotate de lithium qui probablement corrigera cette maladie. Il faudra 10 ans, 15 ans pour faire les expériences sur les humains pour être sûr que l'on ne fait rien de mal en utilisant ces techniques. Je voudrais aussi profiter de cette petite minute pour dire à mes amis liégeois, et ils sont nombreux, je les aime bien, les amis du CHU qui ont donné mon nom à leur institut de cancérologie. Je ne les connaissais à peu près pas, sauf un d'entre eux, le professeur Boniver, qui est là, illustre anatomopathologiste. Je lui dis toujours, une commission de cancérologie ne peut pas ne pas avoir d'anatomopathologiste dans ses rangs. Ce sont eux, c'est l'anatomopathologiste qui, en regardant les coupes, peut dire à son collègue urologue, par exemple, « Mon cher, ta patiente ou ton patient, il a telle et telle maladie. »
C'est lui qui décide ça. Et pour finir, parce que je veux terminer par là, je vais dire à mon ami Jean-Charles combien il m'a impressionné. Il a marqué une partie de ma vie. De voir un jour un homme de communication arriver au Fonds national. Le Fonds national, à l'époque, n'avait jamais fait de publicité, de communication, ou très peu. Il était entendu que le gouvernement était suffisamment malin pour savoir que si on ne soigne pas sa science, on soigne ses défauts pour longtemps. Eh bien, Jean-Charles, venant au FNRS, me rappelle le petit Darel, je n'ai jamais oublié son nom, le petit Darel qui m'a dit un jour, « Maintenant, il ne faut plus venir, je vais mourir. » Et il a 12 ou 13 ans, il souffre d'une leucémie, je ne sais plus laquelle. Quand un gamin de 13 ans vous dit cela, je ne sais pas de quelle brique il faut être fait pour ne pas être profondément touché, pour être à peu près abattu et se dire comment est-ce possible qu'on ne sache rien faire. Et pourtant, c'est le lot des médecins, c'est de certains jours pouvoir faire et le jour suivant ne pas pouvoir faire. C'est la raison d'être des chercheurs, c'est d'aider les médecins à ce que ça arrive le moins possible. Mes amis, merci d'être venus. Vous me faites un immense plaisir, vous le savez bien. Je n'ai pas à vous le raconter, mais je vous le redis de tout cœur. Merci à tous. C'est très gentil d'être venus. C'est très gentil d'avoir organisé ça. Et à Marc, qui a retraversé l'Atlantique, mais j'espère que pas avec la compagnie islandaise. Hein. Merci à tous. Maintenant...